Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis, en partenariat avec l'AFF, l'Association française des fundraisers. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Sandra Gardel, la directrice communication et collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier. Les Amis de l'Atelier est un acteur majeur de l'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique et mental en France. Avec Sandra, nous parlons de la communication et du fundraising quand son thème est mal compris par le grand public, du quotidien de sa recherche de partenaires entreprises et d'un thème qui lui est cher, comment trouver du sens dans son travail, comment partager ce sens avec ses équipes, comment grandir et faire grandir ceux qui nous entourent. Sandra nous explique très concrètement comment elle a un jour décidé de prendre en main son destin pour se retrouver là où elle avait envie d'être et comment nous pouvons tous faire cet exercice. Sans plus attendre, écoutons donc Sandra Gardel. Je reçois aujourd'hui Sandra Gardel, la directrice communication et collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier. Bonjour Sandra. Bonjour David. Alors Sandra, avec toi aujourd'hui, nous allons parler de plein de choses car tu es super active et tu t'intéresses à beaucoup de sujets. Donc on va essayer de te suivre dans ton quotidien. Alors on va parler du financement des causes médico-sociales en France qui est en pleine évolution. On va parler aussi du financement d'une cause qui est pas toujours facile à expliquer et qui a longtemps eu une image plutôt négative dans l'opinion publique qui est la maladie mentale. On va parler aussi d'un sujet qui te tient à cœur, qui est la recherche de sens dans nos métiers. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans notre travail en association, comment est-ce que ça peut apporter un sens à nos vies, comment est-ce qu'il faut pas trop en attendre non plus pour pas se brûler les ailes, etc., etc. Donc voilà, un programme ambitieux. Mais Sandra, est-ce que tu peux d'abord te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît? Oui, alors donc je m'appelle Sandra Gardel. J'ai un parcours assez classique en termes d'études. J'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, et j'ai commencé à bosser à 21 ans en tant que chef de projet formation dans une entreprise anglo-saxonne qui faisait de la formation informatique. Voilà, donc un travail assez stéréotypé de sortant d'école de commerce. D'accord. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ça a été une très bonne école. J'ai appris plein de choses. J'ai appris le marketing. J'ai appris plein de choses. Ça faisait quoi exactement? Qu'est-ce que ça faisait En fait, on crée en tant que chef de projet, je crée des formations. Alors, j'aime bien donner l'exemple. C'était en 96. C'était des formations à destination des directeurs informatiques. Et par exemple, la formation, c'était comment naviguer sur Internet. Donc, je te rappelle le contexte, c'était des modems qui faisaient du bruit, etc. Et ou alors des formations du type comment maintenir vos imprimantes laser. Donc, c'était vraiment très technique. Moi, je ne m'y connaissais absolument rien à ce sujet. Mais c'était on déroulait une méthodologie de création d'un support de cours, de recrutement d'intervenants, etc. D'accord. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça a été hyper intéressant. Et puis après, j'ai voulu faire à peu près la même chose, mais en un peu plus grand. Donc, je suis rentrée dans une petite structure de 20 personnes qui s'appelait Nova Media, qui crée des salons informatiques toujours. Okay. Donc, j'étais commissaire de salon, donc c'était passionnant. On travaillait sur les conférences, sur le salon, sur les relations presse, etc. Et je pilotais une petite équipe là-bas. D'accord. Et puis après, j'ai eu la chance d'être contactée par un groupe de presse informatique. Toujours, t'as été cataloguée informaticienne. Alors qu'il faut savoir que j'ai vraiment aucune appétence pour l'informatique. Et j'ai travaillé dans ce groupe pendant quasiment 10 ans, d'abord en tant que responsable des partenariats, ensuite en tant que responsable événementiel et ensuite en tant que directrice communication du groupe. Donc c'est le groupe qui avait lancé Zéro Informatique, qui dans les années 2000 a lancé 01net, donc un gros groupe média, ouais. Et puis voilà, donc j'ai fait ça pendant 10 ans. D'accord. Et un événement, j'ai eu mon premier enfant et c'est là que je me suis posé des questions. Donc j'avais un poste agréable, j'aimais mon boulot, j'aimais mon équipe, j'aimais tout, mais je sentais que je comprenais pas pourquoi je laissais mon fils chez la nounou le matin, pourquoi j'allais au boulot. Donc je me suis demandé si c'était moi qui n'allait pas, et en fait pas du tout. Je me rendais compte que j'aimais mon métier, mais que je comprenais pas dans quel sens, pourquoi, en un seul mot et en 2 mots, je faisais ce boulot-là. Et donc, comme en parallèle depuis... Ça, tes questions, tu t'es pas posé... Enfin, c'était vraiment l'arrivée de ton fils qui... Ah ouais. Avant,
voilà, tu faisais ce qu'on te disait, c'était le En fait, syndrome. c'est surtout que j'avais un boulot passionnant où c'était l'époque des années 2000 avec des gros budgets en com, avec des gros moyens, avec des choses extraordinaires qu'on organisait. Donc c'était très excitant. Et oui, j'ai vraiment l'arrivée de mon fils où je me suis retrouvée sur d'autres valeurs, où j'ai eu d'autres priorités certainement, qui a fait que je me posais des questions. Et puis, en fait, en parallèle, depuis 2002, j'avais commencé à donner des cours à l'Université Paris-Descartes, qui s'appelle maintenant Université de Paris, sur la stratégie de communication. Donc, je donnais des cours régulièrement à des premières, deuxièmes années au départ. Et je me rendais compte que ça me nourrissait beaucoup de pouvoir partager mon savoir-faire, d'échanger, voilà, c'est quelque chose qui me plaisait. Et donc, en 2002, quand je me suis posé les questions, je me suis dit, voilà, j'aime mon métier de communicante, j'aime mon métier d'intervenante formatrice. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à creuser sur ces deux aspects-là? Et donc, je me suis laissé le temps, j'en ai parlé avec ma direction générale, mon DG qui était super ouvert, et on a discuté de ça. Et je lui ai dit, voilà, je me pose la question peut-être d'une autre voie professionnelle, mais qui garderait un peu cet ADN-là. Mais il faut que je trouve où le faire, ou alors s'il faut vraiment être que formatrice. Et en fait, je me suis rendu compte pour moi, être formatrice, il fallait que derrière j'alimente ce que j'apprenais aux jeunes. Et donc, je me suis dit non, ça c'est un complément, c'est en plus de. Et puis il se trouve que dans le groupe média, je travaillais un petit peu avec des associations avec lesquelles on faisait des partenariats, notamment par exemple l'association Docteur Souris, qui est l'association créée par Microsoft pour équiper des enfants à l'hôpital d'ordinateurs. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur le monde associatif, de me dire, waouh, on peut faire le monde marchand, peut créer des partenariats avec le secteur associatif, et ça peut être vraiment top avec des gens pertinents, des gens calibrés, des gens actifs, des gens dynamiques. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que le secteur associatif, c'était pas juste des bénévoles. Ouais. Et moi, je suis dans une famille où il y a plutôt une culture du bénévolat forte. Et pour moi, le secteur associatif était égal à bénévolat. Donc c'était pas un travail, quoi. C'était quelque chose qu'on faisait en plus. C'était en plus. C'était un engagement en plus. Et ça m'a ouvert un peu les yeux. Et du coup, je me suis donné la possibilité de rencontrer des gens. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes du secteur qui m'ont accordé du temps. Voilà, vraiment un temps mais plus que précieux. Et d'ailleurs, je les ai remerciés il y a quelques années de m'avoir accordé à ce moment-là. Je peux les citer. Hein, je peux le citer. C'est notamment Éric Dutertre. Ouais. Qui a été le premier à me recevoir pour que je lui explique un peu ma réflexion et qui m'a permis d'échanger sur le secteur, sur les attendus du secteur, etc. Et qui m'a quasi validé en fait de moi par rapport à moi mon envie d'aller dans le secteur. Donc voilà, il fait partie des gens qui ont été importants dans mon tournant. Et clairement, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je veux faire ce métier-là, mais dans une des causes qui me porte. Et à ce moment-là, j'étais maman. Et je me suis dit, ce serait quand même génial si je trouvais un poste en lien avec l'enfance. Et les étoiles étaient alignées. J'ai réussi à trouver un poste au Bureau international catholique de l'enfance, le BICE, qui est sur les droits de l'enfant. Et j'ai eu la chance de pouvoir, à peine 9 mois après mon début de réflexion, pouvoir m'orienter là-dessus. Donc en gros, le process que tu as utilisé, c'est tu savais que en gros t'avais un souci, tu t'es rendu compte intérieurement qu'il y avait quelque chose qui avait changé et que tu voulais, t'étais plus aligné avec ce que tu avais à l'intérieur, et donc tu t'es posé la question sur qu'est-ce qui était le plus important pour toi. Donc ok, l'enfance, etc. T'as consulté, t'as été voir des gens parce que tout seul on tourne rapidement en rond. Donc et ça les gens le font pas forcément, ça y est, oser prendre contact avec. Alors les gens aiment bien ce que tu as fait avec Éric Dutertre. Je sais pas si on te contacte aujourd'hui, on te pose des questions. Je réponds toujours favorablement parce que je suis très reconnaissante du temps que certaines personnes m'ont accordé. Et j'accorde toujours mon temps pour répondre à ce type d'études. Moi, j'appelle ça des études métiers. Et en fait, c'est intéressant parce que moi, je travaille beaucoup sur la reconversion et j'accompagne en reconversion. Et en fait, ces phases de se recentrer sur soi, sur ses valeurs, faire le point sur soi, un peu comme un bilan de compétences. Ensuite, de pouvoir essayer d'aligner tout ça et de valider sur l'extérieur les postes correspondants, quels sont les postes du marché, quels sont les attendus du marché, et de pouvoir échanger avec un petit questionnaire sur les professionnels, mais c'est d'une richesse incroyable. Et ça permet ou pas la transformation. Et puis ça permet aussi d'être clair. On cherche pas du boulot. On veut faire valider un projet. C'est complètement différent. Ouais. Oui, les gens sont réceptifs à ça, et si c'est bien expliqué et tout, tout le monde te répond, je crois. Même le patron d'une boîte, ok, il a peut-être pas 3 heures à te consacrer, mais il est content d'aider un être humain. Et puis c'est vrai que dans le secteur associatif, il y a quand même beaucoup de gens passionnés.
Et souvent, on a envie de parler de ce qui nous anime. Donc, même si on n'a qu'un quart d'heure, on va être content de pouvoir partager un peu la passion ou en tout cas nos convictions avec une personne qui aurait envie de se lancer. Ouais, ok. Est-ce qu'on voit aussi c'est un mix entre de l'instinct et de la méthode, hein. Ça, c'est aussi quelque chose que j'imagine que tu t'enseignes et que tu retrouves. C'est toujours ça. Il y a un instinct au début, mais après, il y a une méthode pour changer. Exactement. Ouais. Exactement. Ok, donc là tu te retrouves au BICE, ça on dit ça, au BICE, au BIC. Au BIC, ouais. BIC. Ouais. Et ça, tu restes combien de temps là-bas? Eh ben écoute, j'y reste une année parce qu'en fait le paradoxe c'est que j'étais toujours à Bruxelles, Genève et j'avais la responsabilité du bureau de Paris. Et le paradoxe c'est que je ne voyais plus mon fils. Donc j'avais changé de secteur pour qu'il y ait du sens. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié. En fait, j'avais envie de continuer à collaborer avec le BIC. Donc en fait, on a coupé la poire en deux, c'est-à-dire que j'ai continué pendant quelques mois à travailler sur leur com. Je me suis mise en indépendante et j'ai travaillé pour eux. Ils ont recruté petit à petit une directrice qui a pris la relève. Et ce qui m'a permis moi de continuer à travailler et du coup de me mettre en indépendante et de travailler avec d'autres associations, des collectivités locales et des PME qui voulaient mettre en place la version partenariat de la RSE en fait. C'est-à-dire comment on crée des partenariats entre le monde marchand et le monde associatif. Ah oui, bien sûr. Alors attends, juste, je reviens une seconde en arrière parce que j'ai la question dans la transition, la question du salaire, c'est toujours une question qui est importante. On a l'impression qu'on va être moins payé en asso, voilà, parce que voilà, c'est un petit peu une idée qu'on a sur le secteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que effectivement il faut être prêt à être moins payé et que du coup c'est un souci ou non, il n'y a pas de raison? Alors après, je dirais que d'abord, je vais te faire une première réponse très factuelle et très mentale. Ouais. Il y a un super panorama fait par la FF sur les métiers du secteur avec des grilles un peu de salaire, enfin des jalons de salaire qui montrent bien que ce sont pas des secteurs sous-payés. Après, il va falloir faire une moyenne sur une petite association avec 2 ou 3 salariés et une grosse association du type Croix-Rouge, APF, etc. Donc, l'écart peut être énorme. Mais moi, ma réponse personnelle, pour le coup, ça va être que moi, quand je me suis lancée, je me suis pas trop posé la question du salaire. Non pas que c'était pas important, mais que c'était la dernière chose que je voulais valider. Parce que le sens, il était un petit peu ailleurs pour moi. Mais par contre, je me suis rendu compte en cherchant que les écarts étaient soit inexistants, soit vraiment pas significatifs, notamment sur des postes de direction de communication pour des assos un peu importantes. Donc après, ce qui va changer, c'est les moyens qu'on te donne. C'est-à-dire que oui, moi je suis passée d'un groupe média où on faisait des soirées incroyables avec des budgets incroyables, avec des plans médias incroyables. Donc il y a le côté tu brasses du budget, etc. à des exigences tout aussi importantes dans le secteur associatif, mais avec moins de budget. Mais en fait, le travail reste le même, ton salaire, il reste quasiment le même, mais c'est surtout que, en fait, c'est une autre façon de travailler. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus créatif, beaucoup plus ingénieux, beaucoup plus dans le partenariat. Il faut créer des leviers comme le mécénat de compétences, le mécénat en nature, voilà. Donc, c'est une autre façon de travailler. Et puis, mais ça, peut-être on reviendra tout à l'heure, c'est que quand t'es DIRCOM dans le privé lucratif, ou de manière générale DIRCOM, t'es DIRCOM, t'es pas directeur marketing, t'es pas directeur commercial. Alors que quand t'as une fonction de direction de communication et de collecte dans une association, eh ben t'as le chapeau commercial, t'as le chapeau marketing, t'as le chapeau communicant, et c'est hyper complet. Ouais, c'est sûr. Alors, ce qui à la fois est sûrement, c'est bien, on apprend plus de choses, etc. Mais peut être fatigant parce que on est au four au moulin et on nous demande des choses qui sont assez différentes. On peut moins être spécialisé. Et puis avec moins de moyens aussi. Ouais, moins de moyens. Alors, oui, c'est sûr. Il faut, comme tu dis, il faut apprendre à se débrouiller souvent ou alors d'obtenir des choses gratuitement, comme je sais pas, des études de marché. J'imagine que c'est un truc assez classique. On paye dans le marchand, dans le secteur associatif, on peut avoir du pro bono, mais bon, après c'est. Ouais, mais nous on avait eu comme ça une étude sur le monde du handicap, le handicap mental et psychique vu par les Français par Ipsos, et on l'a eu en mécénat de compétences, là où j'avais pas le budget, en tout cas j'avais pas prévu ce budget-là moi pour le faire en payant, et c'était hyper intéressant parce que Ipsos, eux, ça les intéressait d'avoir notre compétence sur la connaissance du secteur. Et nous, on l'a fait. Bon, après, c'est des choses qu'ils font pas tout le temps, etc. Mais là, il se trouve qu'il y a eu comme encore un alignement de planète entre nous, on avait ce besoin-là, eux, ils voulaient se développer au niveau des études sur le handicap, et on a pu faire ça. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça en mécénat de compétences et qui sont super chouettes. Et après, on crée aussi beaucoup de liens avec nos partenaires. Oui.
Oui, parce que les partenaires, ils sont aussi contents. Enfin, c'est aussi une question d'image pour eux. Voilà, il faut évidemment jouer avec ça. Et Ouais, puis je crois quand même que la cause touche les gens, parce que tu sais, dans l'étude justement d'Ipsos, une personne sur 4 connaît une personne en situation de handicap mental. Enfin, ouais. donc tu fais vite le calcul que c'est quand même de te dire que tu contribues à un secteur. T'as une chance sur 4, la personne en face, elle soit quasiment directement ou très indirectement sur ce sujet touchée. Ouais. Donc on est tous touchés, sauf que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. Moi, quand j'ai commencé à travailler à la fondation, je me suis rendu compte qu'il y avait des proches, certains de mes proches, qui étaient touchés par le handicap, mais je le savais pas. Ouais. Alors ça, on va en parler de la cause, voilà, la cause maladie mentale, c'est comme ça qu'on dit. Hein, alors nous, on parle plutôt de handicap. Handicap. Parce que tu sais, la maladie, ça se soigne, et le handicap, ça se compense. D'accord. Donc nous, on est plutôt sur la partie, on n'est pas du sanitaire, on ne soigne pas, mais on accompagne pour une vie la plus dite normale, la plus citoyenne possible. D'accord. Ok, alors juste, on va y revenir en détail là-dessus. Juste pour finir le parcours, donc tu as été indépendante pendant 5 ans. Donc ça, c'est des bons souvenirs. J'ai adoré. Ouais. Ok, et donc à un moment, qu'est-ce qui a fait que donc t'as accompagné dans la communication? Alors j'ai accompagné dans la communication, dans la collecte, dans la RSE, dans les partenariats, dans le mécénat, dans les relations presse. Une offre somme toute assez généraliste et standard, et en même temps très orientée partenariat et RSE. Ouais. Et puis il y a en juillet 2014, j'ai la Fondation des Amis de l'Atelier qui m'a contactée en me disant voilà que ils recrutaient leur DIRCOM. Et donc au départ on s'est rencontrés, je savais pas trop si c'était en tant que client ou en tant que et on s'est rencontrés, et ça a été je dirais un coup de foudre je pense des deux côtés, et moi ça m'a donné envie de repasser sur un mode salariat à ce moment-là, alors que c'était pas du tout dans mes plans. Et vraiment voilà, il y avait que des belles choses à faire, et voilà, donc je suis ravie. Ouais, parce que j'imagine, enfin, c'est aussi être consultant, c'est super, on voit plein de choses différentes, etc. Mais on a peut-être moins le sentiment d'être dans une équipe, surtout à son compte. Et là, si tu choisis, enfin, tu croises un projet qui est super, t'as un bon fit avec je sais pas si c'était la directrice. Ouais, la directrice générale, ouais. Ça, c'est aussi un côté super de faire un travail d'équipe, quoi. Ouais, et puis vraiment, enfin là, on en reparlera, mais la Fondation des Amis de l'Atelier, c'est vraiment une super fondation avec des gens, enfin voilà, j'avais un bon feeling sur la structure, un bon feeling avec le comité de direction. Et puis tu parlais de la solitude des indépendants. Alors moi j'avais la chance d'avoir des contrats assez longs à chaque fois, donc il y avait une forme de régularité avec mes clients. Ce qui me manquait un peu, c'était la vision à 5 ans qu'on peut avoir sur un projet institutionnel, par exemple. Tu vois, c'est le côté, tu portes vraiment une stratégie sur du 3 à 5 ans. Là, je pouvais porter des projets sur 1 an, 2 ans, même si j'étais reconduite. Mais voilà, ce qui me manquait, c'était un peu cette vision un peu plus loin. Voilà, donc la vie est bien faite. Ok, alors juste avant que tu nous parles des amis d'atelier et tu nous redises ce que tu fais, ce qu'ils font, etc. La partie des cours, ça m'intéresse toujours de poser des questions sur toi qui côtoies des étudiants. Ouais. Alors déjà une question toute bête, mais comment t'as trouvé ces cours-là? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent donner des cours. Comment tu les as trouvés? C'est toujours un hasard ou pareil tu t'es organisé pour aller les chercher? Non, je me suis pas organisée. En fait, tout bêtement, j'ai un ami qui m'a appelé un jour, qui m'a dit écoute, voilà, je voudrais te demander un service pour une copine, donc je la connaissais pas. Ouais. Il me dit voilà, il y a un jury de VAE demain. Est-ce que tu accepterais de faire partie du jury, parce que il faut un communicant. Donc VAE, c'est validation des acquis en entreprise, voilà. Et donc je lui dis oh là là, écoute, moi j'ai pas que ça à faire. Il me dit s'il te plaît, c'est vraiment une amie importante. Est-ce que tu peux? Donc j'ai posé à l'époque un RTT pour rendre service à cette amie. Et j'y suis allée, non pas entrer dans les pieds, mais en me disant oh là là, je rends service, mais vraiment c'est parce que je l'aime beaucoup. Et en fait j'ai rencontré une équipe pédagogique, j'ai adoré faire ce jury, échanger avec les personnes qui passaient devant le jury, échanger avec le jury, et on a discuté avec la responsable pédagogique des premières années, et donc de mon parcours, et elle me dit moi j'adorerais que tu puisses intervenir. Donc moi je lui dis que je me sentais pas du tout légitime, j'avais je sais pas 28 ans. Je me suis dit non, moi je me sens pas légitime. Et puis on s'est revus plusieurs fois et on s'est mis d'accord, et j'ai commencé à donner des cours sur la stratégie de communication. Et puis ensuite j'ai donné des cours sur la stratégie de communication et un autre module sur la communication événementielle.
Et puis après, je sais plus comment ça s'est goupillé. Ah si. Après, moi, j'ai un mode de travail très visuel. Je travaille beaucoup avec les cartes heuristiques pour le management de projet, pour poser mes idées, etc. Et donc, je trouvais ça intéressant de l'enseigner aux étudiants. Donc, j'ai fait des modules sur les cartes heuristiques pour leur expliquer comment on travaille un peu voilà. Et après, je me suis rendu compte que les jeunes n'arrivaient pas du tout à faire des démarches réseau. Et il se trouve qu'il y a un livre que je trouve génial de Baumlar qui s'appelle Comment trouver le job de vos rêves grâce au réseau. Je crois qu'il a été réédité il y a pas longtemps. Et ce livre-là, moi, il m'avait retourné la tête à l'époque. Et j'avais lu certainement une des premières versions. Et j'ai fait un cours en leur expliquant le b.a.-ba de comment, c'est quoi un réseau et c'est ce que c'est surtout pas. Comment cramer un réseau, Et je me suis rendu compte que c'était ça dont les étudiants avaient besoin aussi. C'est-à-dire, c'était du savoir-être, c'était un peu du transversal. C'était pas que du savoir faire technique, un événement. Oui, bien sûr. C'était aussi du savoir-être puis prendre un peu d'ampleur dans leur vie professionnelle. Et puis en 2009, quand je me suis reconvertie, on va dire, dans le secteur associatif, j'ai à la fac, ils suivaient un peu mon parcours et ils m'ont demandé si je pouvais faire un module sur la communication associative. Il se trouve que je bossais ensuite avec des collectivités locales quand j'étais indépendante, donc ils m'ont dit est-ce que tu pourrais faire un module aussi là-dessus. Et petit à petit, j'ai créé des modules, mais un peu à la demande. D'accord. En fait, t'avais un pied dedans et en fait, tu sais pas, ils t'ont eux demandé d'adapter, de trouver les choses. Ils se sont adaptés. Quoi. Et puis moi, je disais ce que je savais faire. Puis quand on me demandait quelque chose que je savais pas faire, je sais pas faire. C'est-à-dire que soit je sais et puis j'ai un apport à donner parce que l'important c'est de donner de la matière aux étudiants, quoi. Et depuis, je fais un module sur la communication associative et sur les métiers de la communication associative pour donner envie et surtout faire connaître aux jeunes. Justement, alors, est-ce qu'ils connaissent les jeunes le monde associatif? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est quoi les images qu'ils ont? Est-ce qu'elles sont justes? Elles sont fausses? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Je dirais que déjà, quand on dit le mot association, certains ont la représentation du club de ping-pong de leur ville et l'autre de l'autre côté, c'est l'UNICEF. Ouais. Donc entre les deux, il y a quand même un panel impressionnant. Et puis, pareil, il y a cette image bénévolat, mal payé, etc., etc. Donc, moi, je déconstruis un peu tout ça, c'est-à-dire j'accepte, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des réalités qui peuvent exister, mais aucune ne doit être généralisée. C'est-à-dire que on peut faire de l'associatif qui n'est pas hyper impliquant émotionnellement, parce que toutes les causes ne sont pas impliquantes émotionnellement. Ça peut être des causes assez légères. Et puis, il y a des causes, effectivement, où il faut y aller quand c'est du militantisme, etc. Donc, c'est un peu de faire un panorama de tout ça. Et puis, d'expliquer les spécificités. C'est quoi le fundraising? C'est quoi le mécénat? Non, c'est pas du sponsoring. Les événementiels collecteurs, quels sont les prérequis? Voilà. Donc, une base de données, c'est quoi? Par exemple, dans le fundraising, on parle beaucoup de base de données. Ouais. Je veux dire, dans les années 80, quand on disait base de données, on pensait la Redoute. Maintenant, quand on pense base de données, on pense beaucoup fundraising, on pense beaucoup prospection, on pense beaucoup. Enfin, il y a encore des outils, le mailing papier, c'est encore très utilisé dans l'associatif. Il y a plus énormément d'autres secteurs qui l'utilisent. Ouais. Donc c'est intéressant aussi les histoires de produits partage. Ça, c'est des choses que les jeunes connaissent pas. Donc le sac à sapin, tout le monde le connaît, mais savoir que c'est un produit partage et comment ça marche en termes de financement, défiscalisation, etc. En gros, c'est alors montrer qu'il y a une diversité et que voilà, ils ont tous une image en tête. Le problème, c'est que c'est comme souvent, ils pensent connaître. Si à la limite ils savaient qu'ils connaissaient rien, bon à la limite ils seraient ouverts. Mais là, on a l'impression qu'on connaît parce que, mais comme tu dis, chacun a une image différente et leur apporter. Alors c'est aussi à ça que c'est pour ça qu'il faut adhérer, n'est-ce pas, à l'AFF, parce que aller leur expliquer ce que c'est le fundraising, ça sert à ça sert après à attirer des jeunes qui se disent ah ouais mais j'avais pas compris qu'il y avait autant de diversité. Moi, je pensais que c'était que les grosses assos ou que les petites, mais moi je préférais SIDA. Voilà, et leur expliquer qu'on peut tout faire en gros dans nos métiers. Ah oui oui. Et puis qu'il y a une vraie agilité en fait, c'est-à-dire que c'est pas un secteur poussiéreux, c'est un secteur où on peut être très créatif, où on peut tester des choses. On a aussi le droit de tester et de se planter. Ça, c'est important. Donc, moi, je sais que j'ai toujours un très bon retour sur ces cours et j'ai beaucoup d'intérêt derrière. Et j'ai même des étudiants qui me rappellent plusieurs années après en me disant, je pense toujours à vous quand je commence un projet avec les cartes heuristiques ou ça y est, j'ai commencé à bosser dans le secteur associatif et je pense à vous, quoi. Ouais, c'est génial. Ça, c'est sûr que ça la justifie. C'est un petit cadeau pour moi, ça. Ok, alors les amis de l'atelier, est-ce que tu peux nous décrire l'historique de la structure rapidement là, Oui, bien sûr. Alors la Fondation des Amis de l'Atelier en fait existe depuis 60 ans
Et c'est une très jolie histoire. En fait, déjà, on accompagne aujourd'hui 3000 personnes en situation de handicap psychique, mental et avec autisme, donc enfants et adultes, dans 90 établissements et services. D'accord. Donc ça, c'est, j'allais dire, la phrase descriptive de la Fondation des Amis de l'Atelier. Quand on dit accompagne, ça peut être des accompagnements à domicile jusqu'à des accompagnements en internat très médicalisés. Donc on a vraiment tout le panel. L'histoire, elle est assez jolie. C'est il y a 60 ans, une femme, un peu plus de 60 ans, une femme, Anne Sommermeyer, qui était sur la butte rouge à Châtenay-Malabry, là où on a toujours notre siège, et qui rencontre des parents d'enfants en situation de handicap mental. À l'époque, on disait arriérés mentaux, et qui se rendent compte qu'ils sont complètement épuisés. Et donc elle leur dit tiens, amène-le-moi 2 heures, je vais prendre le relais, va te reposer, va faire les courses, enfin, je ne sais. Et ça se sévite autour de la butte rouge, et petit à petit elle se retrouve avec 5, 6, 7, 10 familles qui lui demandent. Et là elle se dit c'est pas possible, il y a pas de structure qui existe. À l'époque le microsocial n'était pas structuré en fait. Ouais. Et avec des copines, des connaissances du secteur, elle commence à s'organiser pour soulager ses familles. Et comme c'était une femme convertie au protestantisme, elle s'est tournée vers sa communauté protestante, vers le temple qui était sur la butte. Et elle leur a dit, il faut que vous m'aidiez, il faut que vous me trouviez un endroit où on va pouvoir les accueillir. Mais à l'époque, pas question d'une création de structure, c'est-à-dire que c'était pas une association, c'était vraiment des voisins qui s'organisent avec une communauté protestante. Et elle a commencé à accueillir ses enfants, donc une quinzaine d'enfants. Il y a des très jolies photos, enfin c'est assez touchant, hein. Et ces enfants, ils grandissent. Et puis à un moment donné, il faut leur apprendre un métier. Et elle se dit, je vais aller voir les entreprises du coin. Et à ce moment-là, venait de passer le décret des CAT, les anciens ESAT. Ouais. Et elle s'est saisie en fait de l'opportunité de cette mouvance un peu de pont entre le secteur des entreprises et le handicap pour prospecter des entreprises et créer le premier CAT de la fondation. Et à cette occasion, elle a créé l'association en fait. Donc l'association est née de cela. Ensuite, les enfants grandissant et ayant métier, il fallait qu'ils puissent avoir leur liberté de logement. Et donc petit à petit en escargot, se sont créées les structures de la fondation dans le 92. Autour de Châtenay, puis au Plessis-Robinson, puis à Châtillon, etc. Et on s'est développé en escargot comme ça dans toute l'île de France. Et on a quelques établissements en Haute-Vienne qui sont issus de reprises après, notamment de la Fondation d'Auteuil. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, c'est quel Alors déjà, ça vient où ce nom, les Amis de l'Atelier, c'est c'est un peu compliqué comme nom. Ouais. Alors atelier parce que c'était un atelier de travail. D'accord. Ouais. Les Amis de l'Atelier parce que c'est des gens autour d'eux, des amis qui ont créé, donc c'était les Amis de l'Atelier. D'accord. Et comme c'était une association, parce qu'il fallait le créer en association pour créer le CAT, c'était l'association des Amis de l'Atelier, qui est passée Fondation RUP il y a 10 ans, pour le 50e anniversaire. Donc voilà, donc c'est un nom un peu long, mais voilà, c'est vrai, on porte notre histoire dans notre nom. D'accord, et c'est combien de salariés par exemple? 2000 salariés. Ah oui, c'est 2000 salariés. Ouais. Oui, c'est une grosse structure. Après, il y a des gens qui sont dans les établissements. Et voilà. Alors au siège, on est à peu près 80 personnes. Voilà. Donc il y a les fonctions support, il y a la direction des ressources humaines, la direction la DAF, la direction du développement, la direction générale adjointe, la direction de la communication, et puis avec les chargés de mission, etc. Donc on est à peu près 80. Et après, on a 90 établissements et services avec à chaque fois un directeur, des chefs de service, et puis tous les professionnels éducatifs, médicaux, paramédicaux, etc. Ok. Ok, super. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu du financement des causes médico-sociales. Alors, parce que c'est un secteur qui est en pleine mutation, qui rentre vraiment aujourd'hui dans la professionnalisation du fundraising, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais que tous les termes sont importants. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer ce que c'est le secteur privé non lucratif? Oui. Alors, je vais prendre des notes parce que alors le secteur privé non lucratif, c'est donc la fondation fait partie du secteur privé non lucratif. Donc comme le son dans l'indique, c'est du secteur privé, c'est-à-dire qu'on est une entreprise privée, mais on fait des missions d'ordre de service public. Donc le privé non lucratif, ça représente en fait des établissements du secteur médico-social et sanitaire. Ouais. Et dans le médico-social, quand on dit médico-social, c'est tout ce qui est champ de l'enfance, champ des personnes âgées, champ du handicap et champ de l'aide sociale. D'accord. Donc, à la différence près que dans le champ du handicap, on est toujours dans du privé non lucratif. Alors que, par exemple, dans le champ des personnes âgées, il y a du privé lucratif et du privé non lucratif. Donc ça, c'est important de le dire. Donc, dans le secteur du handicap, privé non lucratif, ça veut dire que nous, notre objectif n'est jamais de faire des marges ou quoi que ce soit, c'est d'utiliser les fonds qui nous sont donnés par l'État, par les ARS, les conseils départementaux, la DRIL, pour permettre de relever les missions de service public que l'État ne fait pas et qu'il délègue
à des fondations comme nous, mais qui sont des fondations privées. D'accord. Mais c'est clair. J'ai pris les notes. Donc vous êtes dans la partie secteur privé non lucratif, médico-social, et ensuite vous faites d'ailleurs tous les pans du. Non, vous faites à la fois. Vous n'êtes pas les personnes âgées, peut-être que non, vous. Non. Dans Nous, les... on est vraiment sur le secteur du handicap. ouais. Handicap, ok. Avec le côté enfance et adulte. Alors, on accompagne des personnes vieillissantes dans le secteur du handicap, mais c'est pas notre. En fait, on les accompagne parce qu'elles vieillissent avec nous. Oui, parce qu'ils sont dans le secteur du handicap, pas parce qu'ils sont âgés. D'accord. Voilà. Alors, donc, tu as commencé à parler du financement. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment c'était financé jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qui est en train de se mettre en place sur la partie fundraising et pourquoi vous avez dû vous adapter? Oui. Alors, dans notre secteur, historiquement, on est financé par les ARS, les conseils départementaux, etc. C'est la base de financement. Et en tout cas, à la fondation, jusque-là, on faisait on faisait un petit peu de collecte grand public. Mais quand je dis grand public, c'est même pas grand public, c'est sur les donateurs, sur les premiers cercles, etc. Ouais. Les familles, les amis, les voilà. Et on n'avait quasiment pas de mécénat parce que d'ailleurs on n'avait pas de ressources dédiées pour le mécénat. Voilà. Et puis l'intuition du secteur, pas que la mienne, l'intuition du secteur, c'est de se dire que la vraie marche à gravir, c'est le mécénat, parce que de plus en plus d'entreprises ont des axes handicap dans leurs axes mécénat ou RSE. Et ont des appels à projets à destination de cette cause-là. Et effectivement, plus on parle de la cause, plus elle est connue, plus elle est référencée par des entreprises, plus des entreprises se positionnent sur le secteur, et on est dans un cercle vertueux. Donc la communication, elle est au bénéfice de la connaissance du type de handicap, parce qu'effectivement, le handicap, tu le disais au préalable, le handicap mental, psychique et l'autisme, soit on fait des raccourcis, soit on fait soit on le cache, tout simplement. Et l'idée, c'est d'expliquer, et puis d'expliquer l'accompagnement médico-social, ce que ça amène comme autonomie, comme accès à la citoyenneté, etc. Ouais, donc oui, alors cette cause du handicap mental, à la fois on a l'impression d'en entendre souvent parler. Après, peut-être que c'est le Covid en plus, on en a beaucoup parlé au moment de l'évaluation de la santé mentale des Français suite au confinement, etc. Ça a été un sujet peut-être qui a réémergé, mais sous l'angle collecte, sous l'angle pourquoi il faut aider, c'est vrai que on n'a pas l'habitude d'entendre ça beaucoup, je crois, mais ça c'est ce que c'est ce que vous essayez de changer, quoi. Ouais, ben oui, mais en fait nous c'est assez concret. En fait, moi je pense qu'il faut être concret. Il faut montrer le terrain, il faut montrer ce qu'on fait, il faut montrer les projets. Il faut pas avoir des mots trop compliqués. Tu vois, par exemple dans le secteur on parle d'autodétermination. Alors l'autodétermination, c'est cette capacité à chacun de décider pour soi-même. Toi et moi, on le vit au quotidien, l'autodétermination. Et en fait, pendant longtemps, le secteur du handicap, c'était un secteur où on demande, où la personne en situation de handicap devait s'adapter à la structure et non l'inverse. Là maintenant, depuis les dernières lois qui régissent le handicap, en fait, c'est à la structure de s'adapter à la personne. Donc la personne, elle a un projet individuel. Par exemple, pour quelqu'un qui serait pas du tout en capacité d'autonomie aujourd'hui, son projet, ça peut être tout simplement d'être en capacité d'aller tout seul faire des courses. En gérant, par exemple, ses stress ou voilà. Et ben, ça peut être quelque chose sur lequel on l'accompagne. Alors, pour toi, ça te paraît rien, mais je peux te dire, pour ces personnes-là, c'est un projet, parfois à 6 mois. Et notre rôle, en tant que professionnel, c'est de l'accompagner. Donc ça, on n'a pas besoin de fonds pour ça. Par contre, pour des personnes qui, par exemple, des personnes qui travaillent en ESAT et qui sont bloquées dans leur activité et même dans le fait d'envisager le fait de travailler dans le milieu ordinaire, c'est-à-dire en entreprise standard, parce qu'elles n'ont pas le permis, par exemple. Sauf qu'elles sont dans tel état de stress du fait de leur handicap psychique que même si elles sont en vérité en capacité de conduire, elles sont en incapacité de passer le permis. Ah oui. C'est-à-dire que le niveau de stress est tel qu'ils perdent leurs moyens. Ben nous, notre rôle, c'est de les accompagner. Et comment on fait ? Par exemple, on a financé un simulateur de conduite pour permettre de ne pas faire 150 heures payantes dans une auto-école, mais de pouvoir avoir des moniteurs formés pour animer cela. On a acheté des voiturettes électriques sans permis qu'on couple à ce dispositif pour leur permettre aussi de s'entraîner dans un périmètre, etc. On a plein de choses comme ça. On a aussi travaillé avec on a eu des fonds de mécènes pour des contrats avec des auto-écoles spécialisées avec des personnes qu'on a sensibilisées au handicap psychique, donc des moniteurs auto-écoles qu'on sensibilise afin de permettre que tout ça se fasse de la meilleure manière possible. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est que ces personnes-là puissent à un moment donné être autonomes dans leur trajet et puissent envisager le milieu ordinaire. Et après, ça peut être un autre projet individuel, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont eu le permis,
Ouais, après, ils peuvent faire d'autres choses, il y a l'accès à l'emploi, enfin. Voilà, et puis de dire, maintenant, on va l'accompagner vers le projet d'un emploi en milieu ordinaire. Ok, non, mais effectivement, c'est très concret. On voit tout de suite et on voit que c'est utile. Alors, une question bête, mais pourquoi ça s'est pas financé par l'ARS, par exemple, les financements précédemment? Pourquoi est-ce que enfin, vous avez déjà tellement de choses à financer par ailleurs, les établissements, etc., que en gros, ça rentrait pas dans le budget? Ah ben non, ce qui est financé, c'est l'accompagnement basique. Quand je dis basique, c'est pas négatif, hein, mais c'est le logement, la nourriture, les soins, etc. La survie. Ça, l'ARS, les conseils départementaux, plus que la survie, parce que ils vivent convenablement, mais tout ce qui est projet un peu innovant et qui est de l'accompagnement plus, ben c'est pas financé. Alors bien sûr, hein, si tu me demandes, moi j'adorerais que qu'on puisse avoir une ligne mobilité dans chaque établissement, ça serait top, mais on l'a pas. Donc par exemple les cuisines thérapeutiques, tu vois. Dans les établissements qui existent depuis 20 ans par exemple, alors même dans les nouveaux établissements c'est pas financé, hein. Les salles SOS-LMC, c'est les salles sensorielles d'hypostimulation ou d'hyperstimulation en fonction, c'est des salles en fait qui coûtent 10 000, 15 000 euros. Bah ça c'est pas financé, et quand tu sais à quel point ça a un impact sur l'accompagnement, sur le fait de calmer, de poser certaines personnes, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est des projets qu'on adore mettre en place. Alors c'est pas nous qui les mettons en place, c'est les établissements qui les mettent en place, qui nous proposent le projet pour qu'on trouve des financements. Et après, je peux te dire, nous, c'est une sacrée satisfaction quand on a le OK d'un mécène de pouvoir dire à l'établissement, bah c'est bon, vous allez pouvoir l'équiper et mettre en place tout ce qu'ils ont déjà inventé. Travailler, etc. Enfin, c'est énormément de travail derrière, en amont, puis après pour former même les personnels. Ok, non, mais c'est très clair, c'est très concret. Alors, juste 2-3 minutes, mais j'aime bien faire un peu de concret du quotidien. Donc, on a compris que vous, c'est les mécènes, donc c'est les relations avec les entreprises aujourd'hui, votre objectif principal. Déjà, c'est qui, c'est quel interlocuteur, comment est-ce que vous en cherchez des nouveaux, comment vous en trouvez des nouveaux, comment ça se passe ton travail au quotidien là-dessus, sur la partie recherche de partenariat? Alors déjà, il y a une personne dans mon équipe qui s'en charge à 100% de son temps. Elle est en charge du mécénat et de la philanthropie, Isabelle. Et Isabelle, elle a plusieurs axes. Elle va regarder, elle va être en veille des appels à projets. Donc, elle a deux phases. Une phase de repérer les projets en interne, déjà, ce qu'on doit financer. Puis une phase de quels sont les financeurs. Ça, c'est toujours une partie importante, repérer les projets en interne, comme tu dis, là, savoir qu'il y a une salle, qu'il y a un établissement qui veut monter cette salle. Voilà, parce que si tu veux, dans certaines structures, par exemple, si t'as une activité unique dans un lieu unique, tu sais vite tes projets. Quand t'as 90 établissements et services, il faut les faire remonter. Donc c'est un énorme travail déjà de réseautage en interne et puis de structuration un peu de la remontée d'informations, travailler les projets en amont. Puis après, effectivement, il y a la veille sur les appels à projets. Donc ça va être une veille qu'elle va faire via LinkedIn, via Care News, via en fait, on n'a pas à ce jour une base de données complète assez fine sur, en gros, moi ça serait mon rêve, hein, tu tapes handicap psychique mobilité et puis hop, t'as les mécènes possibles. Bon, ça n'existe pas. Ah, j'y travaille. Si quelqu'un veut, d'ailleurs, je lance un appel si quelqu'un veut m'aider là-dessus. Parce que je pense qu'à chaque interview on me dit ça et je vois que tout le monde fait le même travail d'aller effectivement éplucher les sources d'informations diverses, voilà, et après je sais pas si est-ce que les fondations joueraient le jeu, est-ce que les fondations viendraient remplir un site internet, quel serait leur intérêt à le faire? Bon, là c'est une grande question, mais en tout cas j'aimerais bien moi aussi faire ça, et il y a un tel besoin que c'est tellement criant. J'imagine que ça a déjà été tenté, mais bon, bref. En tout cas, on est bien d'accord qu'il y a un manque là-dessus. Donc elle fait cette veille-là. Elle repère, et après des entreprises, et après elle va démarcher un par un, quoi. Voilà. Bah en fait, après elle répond aux appels à projets, mais c'est du sur-mesure à chaque fois. D'autant que les mécènes demandent de plus en plus d'avoir des parrains, chez eux. Donc c'est aussi de tisser, de les appeler, de voir qui dans notre environnement pourrait être le parrain. Donc c'est vraiment, tu vois, Attends, des parrains, ça veut dire qu'elle cherche à avoir des gens dans leur entreprise, en dehors de leur entreprise. Non, des gens... par exemple, là on a un appel à projet Air France, avec Air France, et dans le dossier il faut qu'il y ait un parrain chez Air France qui soutienne en interne notre projet. Donc il faut trouver quelqu'un chez Air France. C'est à vous de trouver la personne chez Air France. Oui. D'accord, mais comment vous dites, je sais pas, présentez-moi des gens, non? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, oui. Donc c'est à toi de trouver dans ton réseau, de démarcher, donc tu fais une vraie vente, quoi, en interne.
Donc il y a ça, il y a aussi le fait que D'accord. parfois t'as des mécènes qui font pas d'appel à projet, mais avec lesquels il faut tisser un lien assez étroit pour qu'ils te disent bah tiens en ce moment on a on va financer des choses sur le handicap, sur l'autisme, mais c'est affiché nulle part. Ouais. Donc c'est vraiment un travail. C'est pas un travail juste de dossier ou quoi, c'est un travail de lien, de réseau, de confiance aussi beaucoup. Nous, il y a un appel à projet. Si notre projet correspond pas à 95-98% de l'appel à projet, on répond pas. Parce qu'il y a tellement de gens qui répondent et qui sont dans le... Tu sais, c'est un peu comme le CV. Hein. Un CV, tu balances pas ton CV n'importe où sans changer ta lettre de motivation. Il faut s'adapter au maximum. Après, si t'es à côté, moi, je réadapte pas mon projet, en fait. C'est-à-dire que soit mon projet, il est vraiment sur la citoyenneté des personnes autistes, etc. Soit, c'est pas grave, ce sera pour quelqu'un d'autre. Ou alors moi, j'aurai sur un autre mécène. Ouais, bien sûr. Ok. Et c'est technique, vrai, de répondre à l'appel d'offres lui-même. Est-ce que voilà, tu vois, comme tu dis, en fait, on fait pas de copier-coller d'un truc avant, quoi. C'est vraiment, tu n'y réponds que quand tu sais que tu as une vraie chance de gagner, parce que tu connais l'investissement de chaque réponse. Oui, et puis tu as de plus en plus de formulaires un peu en ligne. Avec des champs qui sont parfois très restreignants. Donc, il faut que tu fasses du ciselage de vocabulaire incroyable. Ah oui. Tu as aussi des procédés différents. Par exemple, tu vas avoir certains où tu réponds en ligne et puis tu as la réponse 6 mois après. T'en as d'autres qui vont te dire il y a un préenregistrement, t'es présélectionné, il y a un oral, et puis après une resélection. En fait, il y a des process très différents. Donc, au moins, tu t'ennuies jamais. Hein. C'est-à-dire que tu t'adaptes à chaque fois et puis c'est super parce que ça t'oblige à maîtriser tes projets à mécéner aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'il faut bien savoir l'expliquer bien mais bon, tout ça c'est du travail, mais bon bref, à chaque fois qu'on en parle, c'est incroyable qu'il n'y ait pas ces procès, un outil qui existe entre les deux et ça ferait gagner aussi beaucoup de temps aux fondations. Bref, j'arrête de m'exciter là-desqu'il mais encore une fois, si quelqu'un veut travailler dessus, moi j'ai déjà plein de choses à faire, mais toi t'es ok. Je suis hyper partant parce qu'il y a un tel besoin qu'il y a des choses à faire. Bref, ok, on a bien compris. Alors, aujourd'hui sur cette partie, tu dis il faut que tu appuies dedans parce que à la fois j'ai l'impression que vous êtes nombreux pas sur cette cause du handicap mental. Est-ce que il y a plein d'associations ou en fait il n'y en a pas tant que ça quoi? Alors on est de toute façon on est quand même on est assez nombreux en termes d'associations, mais toutes ne se sont pas mis au mécénat. Et tu vois, on a créé un groupe de communicants associatifs du secteur médico-social et certains commencent tout juste le mécénat, d'autres pas encore parce qu'il faut des ressources dédiées quand même, un minima 50% du temps. Enfin, je veux dire, tu peux pas. Au début, nous, on a commencé. Isabelle, elle était à 10% de son temps sur le mécénat. Ça servait à rien. Elle faisait des choses. mais c'est tellement frustrant. Ouais. Parce que tu vois bien que et c'est là où on parlait du surinvestissement dans le secteur associatif. Tu peux toujours faire plus. Hein. Ouais. Tu peux toujours rajouter 2 heures à ta journée. Tu peux toujours refaire un appel à projet, etc. Mais pour faire le mécénat, il faut vraiment des ressources dédiées. Même si c'est à temps partiel, mais dédié. Tu peux pas le faire en plus du reste quand t'as le temps, etc. Parce que parfois, tu vas avoir... Là, en mars, on a eu 7 appels à projet à rendre dans la même semaine. Ah oui. Ouais. Isabelle a été un peu... Elle a pas pris de vacances. Hein. Elle est pas partie au ski. Et merci, Isabelle. Ok. Ok, alors, voilà. Déjà merci pour toutes ces explications et cette transparence sur ton quotidien. Je suis toujours épaté. Merci de partager ça. Encore une fois, ça paraît peut-être normal, mais en fait, ça l'est pas et ça aide tout le monde. Donc, merci de cette transparence. Alors, il y a un sujet que tu as déjà commencé à aborder, mais en nous parlant de ton parcours à toi, de ton cheminement pour arriver là où tu es aujourd'hui. C'est donc la recherche de sens. Moi, dans nos métiers du caritatif, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes venus, qui travaillons dans l'univers du caritatif, qui sommes venus parce qu'on cherchait peut-être quelque chose qui était moins commercial ou voilà. En tout cas, on avait une quête sur ce sens. Alors, je vais commencer par une question facile où tu vas répondre tranquillement, quelques secondes, et tout va s'éclairer dans nos vies. Alors, Sandra, c'est quoi pour toi donner du sens à sa vie? Pour moi, en fait, c'est surtout savoir ce qui nous fait vibrer, la première chose. C'est-à-dire, c'est un retour sur soi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et à partir du moment où tu as identifié ce qui te fait vibrer, tu mets en œuvre dans ton quotidien des actions qui sont alignées à ça. Et il n'y a pas de cause plus magnifique que d'autres ou de sens de l'action plus mieux qu'une autre, en fait. C'est s'il y a des choses qui te font vibrer, eh ben
il faut aller vers ça dans son professionnel parce que on y passe quand même beaucoup de temps, on y passe beaucoup d'énergie. Et donc voilà, pour moi, le sens, travailler dans un secteur qui a du sens ou le sens de l'action, c'est juste déjà de faire un retour sur soi. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes journées. Si j'ai une valeur, et c'est là où le travail sur soi, sur ses valeurs est important. Si j'ai une valeur argent forte, il y a pas de problème. C'est pas bout. On a le droit d'avoir une valeur argent forte. Et dans ce cas-là, il faut faire sa vie en fonction de ça et ça a du sens pour soi. En fait, le sens, c'est pour soi. C'est pas par rapport aux yeux des autres. Et je pense qu'il faut, dans le secteur, se dire ça aussi. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'être le Superman ou la Wonder Woman aux yeux des autres. C'est moi, est-ce que je suis honnête avec moi-même et alignée à moi-même quand je fais ce que je fais aujourd'hui? D'accord. Mais bon, si mon sens, ce qui me fait vibrer, c'est alors déjà j'ai deux cas. C'est ok, il y a rien qui me fait vibrer. Ça, il y a beaucoup de gens qui disent moi j'aime, je sais pas d'ailleurs, j'ai pas de passion dans la vie. Combien de fois j'ai entendu ça mais est-ce que c'est un problème ça de pas avoir de Mais pour passion? moi, c'est pas une histoire de passion. Moi, j'ai pas de passion dans la vie. Moi, j'ai pas de passion. Par contre, j'ai des valeurs. Et on a tous des valeurs. C'est-à-dire, j'ai une valeur de famille, j'ai une valeur d'aide, j'ai une valeur d'égalité forte. J'ai une valeur de chance dans le sens on doit tous avoir notre chance. Ça, c'est très fort pour moi. Et donc, ces valeurs-là m'animent et je les ai transformées par exemple, ces valeurs-là, je les vis dans mon métier de directrice communication, mais je les vis aussi dans mes actions de prof à la fac. Je le vis aussi. Voilà, c'est par exemple, grandir et faire grandir, c'est une de mes valeurs. Donc, je le travaille. C'est une valeur que j'anime quand je suis avec mon équipe. C'est une valeur que j'anime quand je coach des personnes, notamment en reconversion. C'est une valeur que j'anime quand je donne des cours à la fac. C'est grandir et faire grandir. Donc, mais comment t'en es arrivé à définir cette phrase qui est très 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 simple et justement c'est ça qui est bien, c'est que tu peux te l'écrire. Comment t'es arrivé à dire grandir et faire grandir? Comment t'as défini cette valeur? C'est dur de cracher ça de ce qui est en soi. Alors je vais te dire, il se trouve que là c'est tout à fait personnel. Je suis maître praticien PNL, c'est-à-dire que j'ai fait un PNL. C'est pas privé non lucratif PNL, Ouais, c'est programmation neurolinguistique. Ouais. Comme dirait mon fils, PNL, ça peut être aussi un groupe de rap. Mais là, pour le coup, on est en programmation neurolinguistique. Et en PNL, en fait, tu travailles sur tes valeurs. Une des premières choses que tu fais dans le début d'une formation, c'est travailler sur tes valeurs. C'est quoi tes valeurs? Donc, il y a des protocoles que tu peux mettre en place, etc. Et voilà. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à mettre des mots. C'est-à-dire, c'est des choses que je ressentais, mais j'ai mis des mots là-dessus. Et comment t'as fait ça pour travailler? T'as été voir un coach PNL? Non, ou... en fait, j'ai fait une formation. Ah, alors, tu peux, moi maintenant, je pratique en tant que coach PNL, mais tu peux faire une formation, toi, mais même, il y a des formations de base de 3 jours, ou même t'as des formations d'une journée, mais en fait, ça te sensibilise à différentes choses, aux émotions. Première chose, aux émotions et à l'action liée à l'émotion. Et dans le travail sur les valeurs, qui est un des premiers axes du travail en PNL, en fait, tu te rends compte que dans les moments où tu es bien dans ta vie, c'est quand tu as identifié tes valeurs et que tu nourris chaque jour par des petits actes tes valeurs. Ce que j'appelle les petites pierres chaque jour. Et en fait, tu vas te rendre compte que parfois, il te faut pas des choses incroyables pour être aligné et alimenter tes valeurs. Ça peut être, moi j'ai une valeur famille, par exemple, moi c'est important pour moi, chaque soir, d'avoir un quart d'heure en tête à tête avec chacun de mes enfants. C'est important pour moi. Alors tu te le dis pas, j'ai une valeur famille, c'est pas ça. Sauf qu'en fait, une fois que tu t'as mis des mots dessus, tu sens à quel point t'es bien quand t'as vécu ce moment. Et au boulot c'est pareil. Moi j'adore grandir et faire grandir, j'adore partager ce que j'apprends. Mais tu dis... tu partages des choses finalement assez perso, mais j'adore ça parce que je trouve que si ça peut résonner chez quelqu'un qui écoute, si ça peut le faire grandir dans sa pratique, si ça peut le faire grandir sur sa réflexion perso, c'est génial. C'est-à-dire que toi, tu as fait ta petite part de colibri de faire avancer. Comme moi, on m'a permis de le faire en 2009. Hein. Et comment, à quel âge t'as fait ça? Enfin, là, j'ai fini ma formation il y a pas longtemps, mais il y a 4 ans. Ah, donc j'ai posé les mots, tu vois. D'accord. Ah oui, c'est qu'il y a 4 ans, mais bon, t'avais toujours eu un attrait pour ça, j'imais. Bon, j'ai lu mon premier livre base PNL dans les années 2000. Ouais, c'est ça. Mais ça a été un travail qui était un peu itératif, etc. Mais à un moment, tu t'es dit, allez, je vais vraiment faire une vraie formation, et ça t'a apporté. Enfin, la formation, c'est différent que de lire les bouquins que voilà. En fait, ça te permet
de bien comprendre. Et puis ça te permet après d'accompagner des personnes, parce qu'après c'est des protocoles. Enfin on pourra refaire un podcast tout autre, mais il y a un petit peu d'hypnose érectionienne dans la PNL. Enfin ça te permet vraiment d'aider la personne à soit à lever des blocages, soit à atteindre des objectifs en fait. Ah ouais, ok. D'accord. Donc alors j'ai compris que définir ses objectifs, hein, se connaître, etc. C'est un premier exercice. Ensuite, et que tout est louable. Bon, après si t'es passionné je sais pas, de tauromachie, peut-être c'est un peu plus compliqué de trouver des choses en valeur, mais on va dire où est la limite. Mais ça c'est une autre question un peu éthique. Ça fait partie de la PNL. On a tous notre carte du monde. Ouais. Et en fait, on peut pas juger la carte du monde de l'autre. Parce qu'on a tous notre carte du monde, qui est personnelle, qui est peut-être parfois héritée, etc. Donc tu peux ne pas être d'accord avec la carte du monde de l'autre, mais ça reste sa carte du monde. Ouais, d'accord. Ok. Et comment tu gères alors, si je reviens à nos métiers de collecteurs, de fundraisers, etc. Ou plus globalement dans le monde associatif. Mais c'est ce qui est difficile, c'est que on défend quelque chose qui est plus grand que soi. Ouais. Et dans le fundraising, les compteurs, on a l'impression que tous les 1er janvier, ça repart à zéro, faut recommencer, etc. Ouais. Comment est-ce qu'on gère cette espèce de sentiment de tonneau de Danaïde où notre métier, il faut tout le temps le recommencer? Est-ce que tu as des techniques pour ça? Eh ben, écoute, moi, je suis extrêmement. Alors, en plus, on est quand même dans la santé mentale, on est quand même dans le handicap mental, psychique, etc. Moi, je suis extrêmement attentive à ne pas faire déborder les vases. C'est-à-dire que c'est important que les gens aillent bien. C'est important c'est important de faire toujours au mieux. Tu sais la petite phrase, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais au mieux, quoi. C'est important de faire au taquet de ce qu'on peut faire, mais quand il y a de la fatigue, quand il y a du surmenage, en fait, il faut vite arrêter. Donc, moi, comment je gère le cycle annuel, c'est que on se donne pas d'objectif au sens comment te dire, comme on est un secteur qui démarre, le secteur médico-social là-dessus, on se fait pas des objectifs absolument. On veut progresser, mais c'est quelque chose qu'on partage avec l'équipe. On veut progresser, donc on se donne le droit de se tromper, on se donne le droit d'essayer, et on se donne des objectifs entre nous. Voilà. Et puis parfois, ça marche pas parce que c'est pas de notre sort. On peut avoir des super projets et ne pas trouver les financements parce qu'il y a d'autres projets qui ont été sélectionnés. On n'a pas de super pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas parce que notre projet n'a pas été pris qu'il était pas bon ni bien défendu. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et comment tu fixes quand même un objectif comment tu fais le bon compromis avec l'ambition quand même, parce qu'il faut quand même. Mais on se donne un objectif, mais on se dit ça, c'est logiquement, mathématiquement, tu vois, c'est toujours l'intuition et le mental. C'est-à-dire, on se donne un objectif mental en se disant voilà, par rapport un peu aux appels à projets qu'on profile, par rapport à nos projets, etc. Voilà l'objectif qu'on va mener. Mais si pour des raisons X ou Y, on n'arrive pas à faire remonter les projets en interne. Si on se rend compte, c'est une période où beaucoup ont des projets de mobilité, par exemple, on dramatise pas, en fait. Et en fait, pour tout te dire, on a toujours dépassé nos objectifs. Ouais. Parce que je pense que si tu te mets pas trop de pression, en fait, tu te donnes la liberté d'essayer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire, je suis pas persuadée que la pression des chiffres te rende meilleur. D'accord, mais ça, c'est bon. Dans le management, c'est une notion importante, ça, oui, effectivement. Donc toi, par exemple, avec tes équipes, tu définis ensemble les objectifs, c'est toi qui les fixes? Comment vous faites? On en discute dans le sens où on pose le marché. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Qu'est-ce qu'on veut? Alors, l'idée, c'est que chaque année de progresser un petit peu, mais pas progresser. Tu sais, nous, l'objectif, c'est de faire financer en mécénat. Là, je parle que de la partie mécénat, mais faire financer en mécénat l'ensemble des projets qui sont importants pour la fondation. Si demain, il y a 10 fois plus de projets, mon objectif serait de lever 10 fois plus. Mais s'il y a 3 fois moins de projets, mais des plus gros projets, mon objectif sera d'honorer ces projets. Tu vois, c'est vraiment, mon objectif, il est de financer les besoins. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner sur ces valeurs, sur un exemple concret peut-être c'est des détails, mais comme tu dis, c'est pour l'alignement entre les valeurs que vous avez définies et comment on les applique dans le quotidien. Tu m'avais parlé par exemple, l'utilisation des photos en interne. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple voilà, je te laisse raconter. Ouais. En fait, il y a deux choses. Ça me fait penser à deux choses. Effectivement, les photos. Moi, je dis que pour parler du handicap mental, psychique, autisme, il faut montrer des vraies photos. Enfin, je veux dire, on va pas prendre des photos de banque de données. Enfin, je veux dire, on accompagne 3000 personnes. Pourquoi je prendrais une photo de banque de données?
Mais pour ça, il faut la confiance des personnes pour qu'elles soient OK ou que les tutelles soient OK, etc. Donc les personnes de qui, enfin les personnes accompagnées. Les gens qu'on prend en photo, et même les salariés, voilà. Ouais. Donc il y a le fait qu'elles soient d'accord, qu'elles signent un papier, etc. Mais moi, je me dis que c'est des personnes fragiles quand même. Donc je ne reste pas juste à me dire c'est bon légalement j'ai le droit pendant 3 ans. Je vais à chaque fois que j'utilise la photo redemander. Donc on se colle une charge de travail supplémentaire, mais qui fait qu'on a la totale confiance. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est un peu fragile et qui nous avait donné son autorisation photo et qu'on veut remettre, je donne toujours cet exemple du kakémono, un kakémono dans l'entrée de la fondation et que la personne, on nous dit, ben non, elle est fragile, ben on va pas l'utiliser. Ouais. Parce que on considère que notre, en termes de valeur, c'est notre métier à la fondation, c'est l'accompagnement, c'est pas la communication. Ouais, c'est bien important. La communication, moi, elle est au service d'un meilleur accompagnement. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait, par exemple, on parle d'autodétermination, de citoyenneté, de trouver sa place, etc. Pourquoi, à un moment donné, pourquoi on laisse pas les personnes en situation de handicap parler elles-mêmes de leur vie et pas parler de... pourquoi on parle d'eux et c'est pas eux qui parlent d'eux-mêmes? Donc c'est aussi de dire, bah moi je vais prendre le temps, par exemple, de travailler un petit atelier vidéo avec des moniteurs et des personnes en situation de handicap pour transférer un minimum de savoir pour leur permettre d'être autonomes pour filmer des moments de vie, etc. Donc c'est aussi remettre du sens dans l'outil communication. Et ça marche super bien parce que en plus ça en devient des partenaires, c'est-à-dire que mais pour moi ça a du sens. Ouais, ça a du sens. Et toi à la fin de la journée t'es plus fier d'avoir fait travailler ces gens-là qui sont sûrement très contents. Et puis les moniteurs, par exemple, un éducateur, il va être super content d'avoir travaillé parce que ça fait partie des ateliers après, des projets individuels dont je te parlais, etc. Donc tout ça, ça a du sens. Et tu sais, ça a du sens. Moi, mes bureaux à Châtenay, ils sont au-dessus d'un ESAT. Ouais. Donc moi, tous les matins, quand j'arrive, je suis au cœur de l'accompagnement. Je peux pas oublier pourquoi je suis là. D'accord. Ok, non, mais c'est des bons exemples. Et alors, juste tout à l'heure, tu parlais du regard extérieur que les gens portent sur ce qu'on fait. Tu dis c'est pas ça qui est important. L'important dans le sens, c'est ce que nous on pense à l'intérieur. Mais bon, quand même, on passe nos journées entourés du regard des autres. Est-ce que tu penses que les autres gens, d'ailleurs, ils connaissent assez bien les métiers dans les associations et nos métiers du fundraising? Est-ce que c'est important qu'ils nous connaissent mieux? Et qu'on communique vers eux pour qu'ils nous comprennent mieux? Est-ce que ça nous aide nous aussi à donner du sens à ce qu'on fait, quoi? Alors ouais, je pense que c'est important dans le sens où ça permet aussi de sensibiliser au fait que chacun peut participer au secteur associatif en donnant, en fédérant, en parlant. Parce que tu vois, tu cherches du mécénat, tu vas à une soirée avec des copains, t'expliques ce que tu fais. Bah tous tes potes, ils sont dans des structures ou ils connaissent des structures. Donc moi, je dis qu'on est tous ambassadeurs de tout, c'est-à-dire que même d'une cause pour qui tu bosses pas. Enfin, je veux dire, demain tu me parles d'une cause qui te tient à cœur, qui est pas ma cause. Je vais dire attends, je vais te connecter avec des personnes. Et je pense que ça fait partie d'en parler et de parler de nous, de notre travail, etc. Ça fait partie de quelque chose d'assez positif et d'assez constructif pour le secteur. Là où je dis que quand je te dis on n'est pas là pour montrer, etc. Je veux dire, faut pas croire que personne ne sauve le monde. Enfin, je veux dire, faut être clair. On met tous une toute petite pierre sur une des causes, voilà. Mais de la même manière qu'un mécène, il met sa pierre, tu vois. Il met sa pierre parce qu'il va financer quelque chose qui va impacter 40 personnes, par exemple, dans un établissement. Ouais. Il met sa pierre. Les entreprises qui nous versent leur taxe d'apprentissage pour les ESAT, je peux te dire que quand ils permettent de financer justement des voitures sans permis, pour la formation des travailleurs, ils mettent une sacrée pierre. Ouais. Quand une entreprise accepte d'employer ou d'accueillir pour un stage ou pour un CDD une personne en situation de handicap pour une forme de test, on va dire, je sais pas comment on peut dire, dans le milieu ordinaire, c'est une sacrée pierre, tu vois. Donc en fait, on n'est pas obligé d'être salarié du secteur pour apporter sa pierre. Et ça, c'est important. Tu vois. Bien sûr, non, mais c'est cet équilibre un peu fragile qui est entre pas se mettre une pression de dingue en se disant si jamais je suis pas à la hauteur tout s'écroule. C'est pas vrai, personne n'est indispensable et voilà, et à la fois quand même avoir l'impression que ce qu'on fait c'est des petites pierres qui sont hyper importantes parce que voilà, c'est de trouver le bon équilibre qui est un travail, j'imagine, d'une vie peut-être, ou en tout cas. Mais tu sais, moi je me freine quand je suis en soirée avec des amis, je me freine pour pas leur parler de tous mes projets et je me freine, mais à un moment donné on m'a dit arrête de parler de ta fondation.
Ok. Alors peut-être une dernière question sur le sens, c'est comment tu partages, parce que j'entends souvent ça avec tes équipes. Comment est-ce que tu leur montres la partie concrète? On a souvent ces questions-là, par exemple avec les associations qui sont dans le développement international. Bon, ils essaient d'y aller une fois par an, ils y arrivent jamais parce que il faut l'organiser, c'est des budgets, etc. Mais d'aller sur le terrain une fois par an. Est-ce que toi, t'as des trucs ou des exemples simples pour montrer à tes équipes à quoi a servi leur travail? En fait, nous, on est vraiment dans l'activité, c'est-à-dire que avec 90 établissements et services, elles sont toutes dans l'équipe, tous les jours en contact avec des établissements, et elles vont en visite, elles vont en reportage, elles vont, tu vois, quand on reçoit des journalistes, on est beaucoup à accueillir des journalistes dans nos établissements et services. Donc moi, mon équipe, elle est dans le concret. Enfin, elles connaissent très bien les établissements. Et ne serait-ce qu'avec toute l'histoire de ce que je te raconte sur les photos, je veux dire, on connaît pas les 3000 prénoms, mais il y en a plein qu'on connaît. Donc, dans le concret, je dirais que le secteur, on n'est pas du tout déconnecté du secteur. Au contraire, on est en plein dedans. Par contre, au niveau de la lisibilité sur à quoi servent les fonds, le fait que la personne en charge du mécénat chez moi, en fait, on puisse partager chaque semaine les avancées. En fait, on est au courant toutes de ce qui se fait. Quand il y a un leg, par exemple, dont on bénéficie, on va tout de suite se poser la question à quoi ça va servir, à quel établissement ça va être affecté, pour quels travaux, etc. Et on communique en interne, beaucoup. Ouais, d'accord, sur vraiment l'affectation de l'argent et ok. Après, et on communique bien sûr aussi aux donateurs, aux mécènes, aux familles, tu vois. Dans le cadre de l'AG, ils sont au courant et c'est hyper transparent. Ok, c'est clair. Alors après, bon, ça c'est aussi quelque chose que j'enfonce un peu une porte ouverte, mais on le dit souvent. Après, il faut que l'association dans laquelle on travaille, elle soit en rapport avec justement ces valeurs ces valeurs. Si on veut donner un sens politique à son action, par exemple, on a le droit. On veut avoir si on est dans une association qui est très discrète et qui veut surtout jamais faire de militantisme, bon on va à un moment être malheureux quoi, ou l'inverse quoi. Donc ça c'est aussi important j'imagine dans le choix de ces valeurs de connaître un petit peu le secteur et d'aller dans une association ou une entreprise qui est en adéquation avec les valeurs qu'on a définies pour soi-même. Ouais, je pense que la cause, tu peux pas rester sur une cause qui t'est pas chère, en fait. Et sur une, tu vois, nous on n'est pas militants au sens militant, c'est-à-dire une association militante dans le handicap, c'est l'APF par exemple. Eux, ils sont militants, ils ont un service plaidoyer, etc. Et puis ils sont militants. Enfin, je veux dire, ils vont faire des sittings, etc. Et c'est super, tu vois. Nous, on est gestionnaire médico-social. Par contre, on va militer entre guillemets, mais c'est pas en tant que militant. Tu vois, on va soutenir les causes de citoyenneté, etc. Mais avec du concret, avec la mobilité, on va œuvrer pour changer sur le terrain des choses. Et on communique dessus dans la presse, etc. Mais pas sous une forme de plaidoyer de militant. Ouais, ok. Ok. Eh ben super. Alors on arrive au terme de l'enregistrement. J'essaie toujours pareil de me limiter autour de l'heure. Ouais, une dernière question sur peut-être le management d'un service. On en a un petit peu parlé déjà à plusieurs reprises, mais voilà, qu'est-ce qui te semble le plus important dans la façon d'animer ton équipe et ton activité de fundraiser ou de communicateur? Eh ben écoute, moi je dirais que dans la lignée de ce que je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est un secteur quand même en croissance et en mutation. Donc c'est vraiment de privilégier la veille et la formation, voire l'auto-formation. Donc ça va être de la formation à l'AFF, ça va être de l'auto-formation même sur des choses plus pratico-pratiques, tu vois. Et c'est surtout l'échange de bonnes pratiques avec des gens du secteur, parce que pas que le secteur associatif, tu vois, le secteur médico-social aussi, c'est hyper important. Donc ça, c'est la première chose, c'est se tenir au courant de ce qui se former, échanger, faire partie d'un collectif autre que juste l'équipe. D'accord. Alors ça concrètement, ça veut dire quoi pour ton équipe? C'est-à-dire que n'importe qui dans ton équipe, tu l'obliges à aller à des formations AFF, même si il dit j'ai pas le temps, j'aimerais bien, mais voilà. Comment tu non, parce que en fait, tu vois, par exemple, mon équipe va au séminaire francophone de l'AFF en juin, historiquement, parce que c'est des journées de réseau, c'est des journées où t'as des modules de formation, t'as des masterclass, etc. et que tout le monde est super content d'y aller. Donc j'ai pas besoin de,
j'ai une équipe super. Donc, ils écoutent tous des bons podcasts aussi, j'imagine. Ouais, j'espère. Et non, il n'y a pas du tout besoin, tu vois, en plus, c'est des formats, par exemple, le séminaire francophone, c'est très souple, donc tu y vas en fonction des thématiques qui t'intéressent, etc. Donc ça, c'est top. Et puis, tu rencontres des gens qui te mettent aussi un peu d'oxygène. Je pense que c'est vachement intéressant de mettre un peu d'oxygène dans son quotidien en tant que fundraiser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant que manager, c'est oui à la créativité et oui au fait de vouloir tester et oui, on a le droit de se planter. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et on en rit parfois parce qu'on teste des choses et puis ça marche pas. Et puis c'est pas grave. Et puis il y a des super réussites aussi. Donc ça c'est quelque chose que, en tout cas, c'est l'ADN que j'ai posé dans l'équipe et ça c'est hyper important. Et le grandir et faire grandir parce que si on partage nos découvertes, si on partage des trucs qui marchent pour nous, de le partager non pas en disant c'est comme ça qu'il faut faire, mais voilà, moi je fais comme ça. Est-ce que toi tu penses que ça peut t'apporter quelque chose ou pas? Et ça c'est chouette parce que finalement parfois on le fait pas. On reste chacun un peu avec nos trucs et astuces. Et voilà. Et puis bon, j'ai ma petite casquette coach PNL derrière. Ah ouais, qui te sert au quotidien aussi, j'imagine. C'est un peu, c'est normal. Pour tes enfants aussi, j'imagine. Exactement. Ok. Bon, Sandra, je pense qu'on a fait un bon tour là. On aurait pu continuer longtemps. On fera un autre épisode sur la PNL. Je pense que tu peux tenir un épisode entier là-dessus. Je suis avec sûr. plaisir. Adapté au fundraising, je suis sûr qu'on peut. Non, mais en plus, je dis ça à moitié en rigolant parce que je suis sûr que dans le vocabulaire qu'on choisit, la PNL avec ses donateurs, cela marchait aussi. Comment est-ce qu'on accompagne ces donateurs en choisissant les bons mots, etc. Je suis sûr qu'il y a des milliards de choses qu'on peut utiliser avec la PNL. Ok, Sandra, désolé, mais il va falloir. J'arrête là, je regarde l'heure, mais allez, on va arrêter là. J'hésite à repartir sur une question, mais j'arrête. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner ton temps. Moi, j'ai mieux compris déjà ce qu'était le secteur médico-social et les enjeux de son financement. J'ai un peu découvert la Fondation des Amis de l'Atelier. Je connaissais de loin, mais bravo pour tout ce que vous faites. Je pense qu'on va tous pouvoir réfléchir un peu à ce que tu nous as dit sur la recherche de sens. Peut-être que pour certains d'entre nous, la réponse, elle était déjà claire avant. Hein, je sais rien, mais je pense que pour beaucoup, c'est des questions qu'on se pose régulièrement. Et d'ailleurs, les réponses qu'on se fait à soi-même, elles ont le droit de varier aussi. Hein. J'imagine que c'est normal avec le temps, avec les événements de la vie. C'est des réponses qui évoluent, hein, comme toi avec ton premier enfant. En tout cas, de temps en temps, je pense que c'est bien de reposer les bases et que tu nous as donné pas mal de trucs, de bonnes méthodes pour revoir ces bases-là. Donc, Sandra, pour tout ça et pour tout le reste, merci. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.